Bonjour chers followers, plutôt bonsoir parce que il est 20h09 ici en France. Comme promis, avec un peu de retard, je vais commencer ce live que j'avais annoncé il y a à peu près 1 heure de temps. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la page, je voudrais expliquer un peu comment ça se passe. Alors, il s'agit pour moi de développer un certain nombre de thématiques. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais développer 3 thématiques principales. La première thématique, ce sera mon analyse de l'élection présidentielle qui vient de finir. La deuxième thématique, ce sera échanger avec vous sur les législatives à venir. Et puis la troisième, qui est la plus importante, c'est parler un peu de la cohésion sociale. J'hésitais, je ne sais pas si je devais parler de cohésion sociale ou de fracture sociale en Côte d'Ivoire, mais en tout cas, on va en parler. Et puis, en divers, donc échanger sur un certain nombre de sujets. Vous pourrez poser des questions, je vous répondrai si j'ai les réponses. Si j'ai pas les réponses, ben, quand je les aurai, je les laisserai en commentaire. Voilà, je vois certains followers dont je reconnais les images, les profils qui défilent devant moi. Catherine du Togo ou du Bénin, je crois. Voilà, n'hésitez pas, avant que je commence le live, à me dire d'où est-ce que vous suivez ce live, de quel pays vous suivez ce live. Ça me ferait plaisir de savoir que je suis suivi dans certains pays. N'hésitez pas également à me dire si le son et l'image sont corrects. Et une fois qu'on aura ces informations-là, on pourra commencer le live. Voilà. Je pense que pour ceux qui posent des questions, alors souvent quand en plein live, les questions défilent très vite. Et donc il faut ceux qui écrivent en commentaire, il faut faire des copier-coller et les reposer jusqu'à ce que je puisse lire parce que ça défile souvent très vite et j'ai pas toujours le temps de lire les commentaires et d'y apporter une réponse promptement. Voilà. Alors, premier sujet d'aujourd'hui. Premier sujet d'aujourd'hui. Là, on est à 98 connecté sur mon écran. Là, on a 99. Voilà. 101, on va commencer. La présidentielle. Alors, que dire de cette élection présidentielle? Je crois que globalement, on va dire que ça s'est bien passé. Voilà, globalement, on va dire que ça s'est bien passé. Si on fait un peu l'historique des élections en Côte d'Ivoire, la présidentielle de 2000 a été catastrophique. Ce sont les thèmes même de Gbagbo à l'époque. Et donc, il y a eu beaucoup de morts en 2000. Ensuite, il y a eu une présidentielle en 2010. Il y a eu également, ça n'a pas été catastrophique, ça a été cataclysmique. Il y a eu énormément de morts, on parle de plus de 3000 morts. Il y a eu une présidentielle en 2015 qui, globalement, c'est bien passé. À cette présidentielle-là, le candidat du FPI était Afin N'Guessan, affrontait le candidat donc de l'alliance RHDP qui comportait notamment le RDR, le PDCI, l'UDPCI, le MFA, le parti de Vaudier, enfin bref, un certain nombre de partis politiques qui étaient dans cette alliance RHDP et le FPI de Afin N'Guessan qui lui-même était divisé entre, on va dire, les loyalistes qui étaient avec Afin N'Guessan et les dissidents qui, je dirais, ont boycotté, ont appelé à boycotter cette élection de 2015. Voilà. Donc, on va dire que les Gors, comme on dit, n'ont pas participé à cette élection en tant qu'électeurs. Ils y ont participé en tant que saboteurs, voilà, puisqu'ils ont fait une contre-campagne pour que l'électorat de gauche ne sorte pas. Voilà. Mais globalement, en 2015, on va dire ça s'est bien passé. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés en 2015.
En 2020, il y a eu la désobéissance civile et là aussi, malheureusement, il y a eu de nombreux morts, il y a eu de nombreux blessés, il y a eu des victimes. Malheureusement, beaucoup de biens ont été détruits. Ça me donne l'occasion d'ailleurs de clarifier quelque chose, parce que sur un plateau de télé, il y a quelqu'un qui dit que lors de la désobéissance civile, j'ai dit que le régime RHDP était un régime nazi. Il s'est trompé. Je n'ai jamais dit que ce régime était un régime nazi. Si vous vous rappelez, pendant la désobéissance civile, la résidence privée d'Afin N'Guessan a été complètement incendiée. Complètement incendiée. Et donc, j'ai posté sur ma page une croix gammée sans commentaire. Et quand on m'a demandé ce que je voulais dire, c'est que ceux qui sont allés brûler la maison d'Afin N'Guessan se sont comportés comme des nazis. Parce que ce qui caractérisait le régime du Troisième Reich, le régime nazi, c'était donc les chambres à gaz, les fours crématoires, c'était le feu. Voilà, donc c'était ça. Mais je n'ai jamais traité qui que ce soit de nazi. J'espère que c'est clair une bonne fois pour toutes. Voilà, donc en 2020, il y a eu de nombreux décès, de nombreux blessés, de nombreux Ivoiriens qui sont allés en exil, comme en 2010 d'ailleurs. Et puis, cette année, globalement, voilà, si on reste dans la norme de ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis une vingtaine d'années, on va dire que c'était pas mal, c'était pas mal. Il y a eu des dérapages ça et là. On en parlera, mais globalement, le scrutin s'est bien déroulé. J'ai vu que l'Union africaine a fait un communiqué pour féliciter la Côte d'Ivoire, pour reconnaître la victoire du président Ouattara. J'ai vu que la CEDEAO lui a également emboîté le pas. Certainement que après la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel, alors les autres chefs d'État et organisations vont suivre. Voilà. Alors, on va parler des points positifs de cette campagne présidentielle et ensuite on va aborder les points négatifs. En ce qui concerne les points positifs, je veux dire que la campagne, pour une fois en Côte d'Ivoire, a été essentiellement programmatique. Ça veut dire que les candidats ont travaillé sur un programme de gouvernement qu'ils sont venus soumettre aux électeurs à travers les radios, à travers les télévisions, à travers les réseaux sociaux. En tout cas, tous les staffs de campagne m'ont transmis leur projet de gouvernement, leur projet de société. Et ça, pour moi, c'était la première fois que je voyais ça en Côte d'Ivoire. Voilà. Et il faut s'en féliciter d'ailleurs. Ça veut dire que les choses progressent dans le bon sens. C'est vrai qu'on a encore un taux d'analphabétisme élevé et que les gens ne comprennent pas toujours les enjeux politiques, économiques et sociaux d'un vote. Ce qui fait que c'est souvent un repli communautaire ou religieux qui guide le vote encore dans nos contrées. Mais on se rend compte quand même que le programme de gouvernement intéresse les gens. Et celui qui a le plus suscité d'intérêt, je dois dire, c'est Don Melo. J'ai reçu énormément de demandes de transmission du programme de gouvernement de Don Melo. Et donc, j'ai transmis ça directement à un de ses proches avec qui je suis en contact. Et je pense que ça a beaucoup plu aux gens. C'était une curiosité pour les gens de parler de souveraineté, de parler d'autonomie, etc. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire. Je voulais également féliciter Henriette Lagou, qui... depuis un moment, je crois que c'est depuis 2010, elle est dans
dans la course à la présidentielle. C'est une femme qui est constante, qui n'en demeure pas, qui n'en démord pas et qui croit donc à ses chances. En 2020, manifestement, les moyens n'étaient pas là et donc elle ne peut pas faire plus que ce qu'on a pu voir. Je voudrais également féliciter Madame Simone Gbagbo, qui a mené une très belle campagne avec à ses côtés Charles Blé Goudé, et c'était une campagne également très civilisée. Voilà. Je voudrais vraiment adresser une mention spéciale à Charles Blé Goudé, qui a beaucoup parlé de cohésion sociale, de réconciliation nationale, de vivre ensemble, et qui a contribué à ce que un certain nombre de compatriotes aillent voter sans avoir la peur au ventre. Voilà. Et ça, je crois que c'est aussi à l'actif de Charles Blé Goudé, et il est bon de le dire, surtout que ce n'est pas quelqu'un du parti au pouvoir. Voilà. Aujourd'hui, je dis, moi, Charles Blé Goudé, je le vois comme quelqu'un de la société civile, voilà, même s'il a son parti politique, mais je le vois aujourd'hui comme quelqu'un de la société civile, dans ce sens où sa priorité aujourd'hui, c'est pas la conquête immédiate du pouvoir, mais c'est de mettre en place un environnement qui permette aux partis politiques donc de faire sainement la politique. Et ça, je crois que son apport est à saluer. Don Melo, voilà. Don Melo aussi, il a fait une très bonne campagne, comme je l'ai dit. Les gens ont été intéressés par ce qu'il avait à proposer parce que c'est nouveau. Personnellement, je n'étais pas d'accord avec lui sur un certain nombre de thématiques, hein, et je l'ai exprimé. Je pense qu'il le sait, il m'a lu, il me lit. Moi, personnellement, les histoires de Russie, quand je vois l'état de développement de la Russie, l'état des droits de l'homme en Russie, l'état de développement des pays de l'AES qui sont adossés à la Russie, pour moi, c'est pas un modèle. Voilà, c'est pas un modèle et c'est pas de cela que les Ivoiriens, les Africains ont besoin. Maintenant, pour certains, dont Don Melo, ça peut être une alternative. Bon, pourquoi pas, mais je dis, en tout cas, ce que je retiens de Don Melo, c'est que c'est quelqu'un qui est très humble, et quand je le dis, c'est vraiment sans flatterie. C'est quelqu'un qui est très humble parce que je l'ai côtoyé. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est très ouvert, voilà, qui est très très ouvert. Donc voilà ce que je peux dire de lui. Je termine avec Jean-Louis Billon. Alors Jean-Louis Billon, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, avec qui j'ai un très bon commerce, de très bonnes relations. Donc il a fait une très bonne campagne, une campagne difficile. Parce qu'il avait la posture d'un opposant, mais il est venu avec des idées. J'ai suivi son émission face aux électeurs. Il y avait de très très belles idées, surtout pour ce qui concerne les entrepreneurs, pour ce qui concerne le volet économique. On en rediscutera une autre fois. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ces idées également. Voilà. Donc, voilà un peu pour les différents points positifs. Le candidat Jean-Louis Billon, avant même la proclamation des résultats définitifs, compte tenu de l'écart qu'il y avait entre lui et le président sortant, a très vite reconnu sa défaite et a félicité le président sortant pour sa victoire. C'est une bonne chose. Je pense que Henriette Lagou également l'a fait. Don Melo l'a fait à demi-mot, voilà, on va dire à demi-mot, mais il a quand même fait. Donc finalement, il y a eu une bonne campagne, voilà. On va parler maintenant des aspects négatifs, voilà. Les aspects négatifs, c'est que pour moi, je suis profondément démocrate, voilà. Je peux comprendre que pour X raisons, des gens ne veuillent pas aller voter, que les gens ne veuillent pas aller voter, mais empêcher autrui d'aller voter, ça par contre c'est fort. Ça par contre c'est fort. Voilà. Parce que on peut montrer sa force sur sa capacité à démobiliser l'électorat. C'est-à-dire donc, comme actuellement on le voit au Cameroun, à organiser des villes mortes. Ça aussi, c'est un rapport de force.
Si vous êtes capable le jour du vote à dire aux gens, aujourd'hui c'est ville morte, personne ne sort et qu'on vous suit, alors vous avez réussi votre coup. Mais s'il faut aller empêcher ceux qui ont envie de voter, ça devient problématique. Ça devient délictuel et quelquefois même criminel. Et ça, c'est dommage. C'est dommage que les différents leaders politiques n'aient pas clairement appelé leurs militants à organiser des villes mortes, un boycott franc, parce qu'en Côte d'Ivoire, le vote n'est pas obligatoire, donc ils auraient pu demander à les gens de ne pas se sentir concernés par ce scrutin pour les raisons qui leur sont propres. Mais appeler à demi-mot les gens à empêcher le scrutin, on a vu des vidéos qui ont circulé, des gens qui ont dit, moi ici, personne ne va voter, mais c'est pas de sa propre initiative. S'il le dit, c'est parce qu'il écoute, il suit les instructions de son parti ou de son leader politique. Donc ça, vraiment, c'est à déplorer. On espère que pour les prochaines élections, on n'aura pas à revivre cela. Maintenant, on avait en face deux stratégies. La stratégie du parti au pouvoir, du RHDP, c'était d'avoir le maximum de militants engagés pour aller voter. L'autre côté, la stratégie était diffuse, était floue, était brumeuse. Dans ce sens où ce n'était pas un mot d'ordre de boycott clair, ce n'était pas un mot d'ordre de boycott actif. Ils ont laissé donc leurs militants agir comme chacun le voulait. Voilà. Et bon, ça a donné les résultats que ça a donné. Mais au final, il faut à un moment donné faire le bilan, le point de ces deux stratégies. On peut dire que l'opposition n'a pas atteint ses objectifs. Puisque l'objectif de l'opposition, du Front commun, c'était qu'il n'y aurait pas d'élection le 25 octobre. Est-ce que cet objectif a été atteint? Non. Donc, cette stratégie n'a pas marché. Voilà. Puisqu'il y a eu élection, il y a eu des troubles dans certaines localités, mais au final, il y a eu élection. Il y a des résultats provisoires qui ont été annoncés. Il y a des résultats définitifs qui vont être annoncés. Donc, cette stratégie-là a été un échec. Voilà. Je veux dire, je m'en réjouis pas, c'est un constat. Comme aiment dire maintenant les Ivoiriens, c'est factuel. Voilà. Et donc, cette stratégie ayant échoué, est-ce qu'il faut la rééditer? Je ne suis pas dans les staffs des différents partis politiques, mais si j'étais à leur place, je pense que j'aurais essayé autre chose. Parce qu'on ne peut pas refaire les mêmes erreurs et s'attendre à des résultats différents. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur la présidentielle, avant qu'on aborde la question des législatives. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler donc sur le WhatsApp 07 07 31 32 82. C'est un numéro ivoirien. On pourra interagir en direct. Voilà. Si il n'y a pas de questions, on va passer à la deuxième thématique. Voilà. WhatsApp 07 07 31 32 82. Ce qui est curieux, c'est que je ne vois pas les commentaires apparaître sous mon direct. Donc du coup, je peux même pas voir s'il y a des questions et répondre à ces questions-là. Je ne sais pas ce que je dois faire pour que les commentaires apparaissent. Voilà. Je vais attendre 30 secondes. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la deuxième thématique. Essayer autre chose. Bon. Par contre, quand je vais sur mon iPhone, là, je vois que les commentaires défilent. Voilà. Essayer autre chose. Parce qu'on ne peut pas refaire les mêmes erreurs et s'attendre à des résultats. Bon, ok. Alors, donc là, je
Je suis sur mon iPhone. Bon, voilà. Alors, Sekou Koulibaly, Bako Koulibaly dit toucher l'écran. Ah, d'accord, je touche l'écran. Non, je touche l'écran, mais ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout. J'utilise un Galaxy 7 Fold pour faire le direct, mais ça ne change rien du tout. Alors, Mohamed Traoré, comment tu trouves la dernière sortie de Nadi qui a dit que c'est pas encore fini en visite dans la région de Lamé? Oh, je pense qu'il faut mettre ça sur le coup de l'émotion. Voilà. D'ailleurs, bon, Nadi Bamba, il faudra, je pense, au niveau du PPAC, clarifier sa position. Autant Simone Gbagbo, lorsqu'elle était avec ce camp-là, était vice-présidente de ce parti-là. Donc, elle avait une position politique dans ce parti-là. Mais moi, j'ai du mal, quand je vois Nadi Bamba intervenir, je ne sais pas, elle intervient en tant qu'épouse, elle intervient en tant que quoi? Puisque j'ai vu l'ossature, la publication de la direction du PPAC et je n'ai pas vu son nom. Je n'ai vu son nom nulle part, je n'ai pas vu qu'elle occupait un poste politique. Et quand vous n'occupez pas un poste politique dans une organisation politique et que vous portez cette organisation politique-là, vous en êtes même la porte-parole, ça peut poser un problème, ça peut créer des frustrations. Voilà. Et donc, quand elle dit c'est pas fini, c'est en tant que qui? En tant que Nadi Bamba à titre personnel, c'est en tant que Nadi Bamba, femme de Gbagbo, mais en tout état de cause, ça n'engage pas le PPAC puisqu'elle n'occupe pas de poste au PPAC. Elle n'occupe pas de position officielle au PPAC. Donc, sa parole ne peut pas engager le PPAC. Voilà. Sa parole ne peut engager qu'elle. Donc, quand elle dit c'est pas fini, pour moi, c'est pas, voilà. Elle n'est pas le porte-parole de ce parti. Elle n'est que l'épouse du président de ce parti, mais ça ne donne pas droit à dire un certain nombre de choses. Voilà, c'est comme je sais pas, le président exécutif du PPAC, c'est Gilbert Kone Kafana. Si son épouse dit des choses alors qu'elle n'occupe pas une posture, une position dans le parti, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc ce que Mme Nadi Bamba dit n'a aucune importance dès l'instant où elle n'est pas membre du PPAC, en tout cas officiellement, sauf si je me trompe, alors il faudra me le dire. Voilà, ça n'engage pas le parti. Donc c'est pas important ce qu'elle a dit. Voilà. Alors, il faut dissoudre les deux partis qui ont appelé au désordre. Non, non, je pense que c'est pas nécessaire de dissoudre des partis politiques. Si on dissout des partis politiques, on va dans une dictature. Voilà. Quand il y a du désordre, euh, il faut sanctionner les coupables. Voilà. Donc le parti s'exprime à travers des porte-paroles, à travers un président, à travers des responsables. Donc si on estime qu'il y a eu des dérives, alors évidemment il faut déjà situer les responsabilités et puis en tant que de besoin et autant que de besoin, donc prendre les décisions qui s'imposent. Mais je ne pense pas que dissoudre le parti soit la solution dans une démocratie. Euh, alors, Ange, Ange Patrick Gall, à quel moment on parle de démocratie, à quel moment on parle de respecter les règles? L'opposition a échoué parce qu'une opposition qui veut pas prendre les armes. Bon, je crois que j'ai compris. Non, il ne s'agit pas de prendre les armes. Si vous prenez les armes, vous n'êtes plus dans une logique politique. Vous êtes dans une logique guerrière, dans une logique militaire. Vous n'êtes même pas un opposant. Voilà, quand vous êtes dans une logique guerrière, vous êtes dans une logique de belligérance armée. C'est pas pareil. Donc une rébellion n'est pas un parti politique. C'est pour ça que souvent vous avez les rébellions créent une branche militaire et puis il y a une branche politique. Donc un parti politique n'a pas besoin d'être armé.
Si vous êtes un parti politique et vous êtes armé, vous devenez une horde de voyous, de hors-la-loi. Donc voilà, mais vous n'êtes pas un parti d'opposition. Voilà. Je dis que l'opposition a échoué parce qu'elle s'est fixée des objectifs. Le Front commun, à travers ses différents porte-paroles et ses organisateurs, dont Damana Picasse et Gbagbo Laurent lui-même, a dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Il n'y aura pas de 4e mandat. Et ils étaient nombreux à le dire. Ils avaient même l'appui d'un certain nombre de prophètes. Donc, leur objectif, c'était qu'il n'y ait pas de 4e mandat. S'il y a eu un 4e mandat, c'est que l'objectif n'a pas été atteint. C'est en cela que je dis qu'ils ont échoué. Voilà, je ne dis pas qu'ils ont échoué à renverser le pouvoir ou quoi que ce soit. Ils ont échoué à atteindre leur objectif. En face, la réponse était, il y aura des élections. Est-ce qu'il n'y a pas eu des élections? Il y a eu des élections. Donc, il y a un des deux qui a échoué. Et s'il y a eu des élections, c'est pas celui qui dit qu'il y aura des élections qui a échoué, c'est celui qui dit qu'il n'y aura pas d'élections qui a échoué. C'est dans ce sens-là que je dis qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Alors, toucher la flèche du bas de l'écran. Je sais pas quand je fais, ça marche pas. Yannick Canon, il dit, elle est vice-présidente. Bon, en tout cas, je vais faire des recherches, mais elle est vice-présidente chargée de quoi? Parce que moi, je connais les vice-présidents du PPACI. Je sais que Dano Djedje est le président exécutif. Que Kone Katina est président de, je sais pas quoi, un comité, je sais pas quoi, de stratégie. Donc, je sais pas, elle est vice-présidente de quoi? Elle est sous l'autorité de qui? Voilà. Si elle est vice-présidente, c'est qu'elle est sous l'autorité de qui? Donc, je voudrais bien avoir ces informations-là. En ce moment-là, bon, je reconnaîtrais m'être trompé. Mais de ce que je sais, elle n'est pas vice-présidente du parti. Voilà. Alors, quel est le sort des candidats aux élections législatives qui ont demandé aux électeurs de ne pas retirer leurs cartes? Non, il n'y a pas de sort en tant que tel. C'est plutôt la conséquence. La conséquence, si vous demandez à vos électeurs de ne pas retirer vos cartes et que vous n'êtes pas électeur, bon, ça veut dire que vous tracez un boulevard pour vos adversaires. Si vous-même vous êtes candidat, vous tracez un boulevard pour vos adversaires. Donc, dans tous les cas, demandez à vos électeurs de ne pas aller retirer leurs cartes, ça veut dire donc leur demander de ne pas aller voter. Je ne vois pas quel est l'objectif que vous pouvez atteindre en faisant cela. Voilà. Donc, personnellement, il n'y a aucun risque, mais pour le parti au pouvoir, je dirais que c'est du pain béni. Mohamed Sanogo, quelle est la position du FPI face aux élections législatives? Je crois que le président Afi N'Guessan devait faire une conférence de presse aujourd'hui. Malheureusement, j'étais occupé, j'ai pas pu suivre. D'où d'ailleurs mon retard, le retard pris pour ce direct, je m'en excuse. Mais je pense que le FPI a tout intérêt à participer à ces élections législatives. Un parti, bon, donc on va enchaîner en même temps sur la question des législatives. Un parti politique est créé pour prendre le pouvoir et l'exercer. Mais l'exercice du pouvoir, là, il n'y a pas que la présidentielle. Il y a également le législatif. Et le législatif, là, c'est important. Voilà. Aujourd'hui, on prend un exemple. Si l'opposition a la majorité des députés, le pouvoir RHTV ne pourra pas gouverner. Parce qu'on ne peut pas gouverner que par ordonnance. Et même par ordonnance, il faut que l'Assemblée nationale, il faut que le Parlement prenne ce qu'on appelle une loi d'habilitation. Parce que le président de la République, il a deux moyens pour gouverner. Il signe des décrets
La loi dit, il y a des domaines dans lesquels le président de la République peut prendre des décrets et des domaines qui sont réservés à la loi. C'est-à-dire que dans ces domaines-là, le président ne peut intervenir que s'il y a une loi d'habilitation. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale s'est réunie et a dit, dans le cadre de son, je sais pas, dans son programme économique et social, on autorise le président à prendre par ordonnance des mesures qui relèvent normalement de la loi. Vous voyez, non? Mais ça, il faut avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour ça. Si vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas, donc, par une loi d'habilitation, permettre au président de la République donc d'empiéter sur le domaine législatif. Donc, avec des décrets, il ne peut pas gouverner. Parce qu'un décret exécute une loi. Voilà, un décret lui seul n'a pas de sens. Voilà, le décret vient pour préciser une loi, vient pour exécuter une loi. Et donc, il est important d'avoir le contrôle de l'Assemblée nationale. En Côte d'Ivoire, on dit qu'on a un régime présidentialiste parce qu'on a un président qui est hyper puissant par rapport à d'autres régimes parlementaires, semi-parlementaires, etc. Mais si vous avez l'opposition qui a la majorité à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, d'abord le président n'a pas d'autre choix que de prendre un premier ministre qui est de l'opposition. Parce que s'il prend un premier ministre qui n'est pas de l'opposition, il ne pourra pas gouverner. Aucune loi ne va passer. Donc, pour pouvoir faire passer ces lois, il va être obligé de prendre un premier ministre qui est de l'opposition. Donc, en réalité, c'est l'opposition qui va gouverner. Voilà. Ou alors, ils vont se neutraliser tous les deux, comme on a pu le voir en France, lors de la cohabitation entre Chirac et comment il s'appelle Mitterrand. Vous voyez. Et donc, il ne faut pas négliger les législatives. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir que les militants là, ils n'appartiennent pas à perpétuelle demeure à un parti politique ou à un individu. Ils peuvent vous suivre aujourd'hui, mais il faut qu'ils y trouvent un intérêt social, politique ou économique. Mais si vous êtes dans une logique de boycott, alors que eux, ils n'ont pas d'intérêt dans ce boycott-là, pourquoi ils vont continuer à vous suivre? Et je pense que le PPACI, et quand je dis PPACI, c'est PPACI-FPI, puisque ils étaient ensemble même s'ils boycottaient, ils ont perdu beaucoup de territoires dont on pensait qu'ils étaient imprenables. Or, en réalité, il n'y a pas de bastion imprenable, il y a des bastions mal attaqués. Et si votre bastion, vous permettez qu'on l'attaque, parce que vous êtes absent, vous allez perdre des plumes. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Achille Patrick règne en maître dans la mai, parce que le FPI divisé a passé son temps à boycotter. Or, les populations là, elles ont des problèmes existentiels. Elles ont besoin que les autorités règlent ça. Donc, elles te font confiance parce qu'elles savent que si tu es là, demain, s'il y a un problème, tu es capable de régler ça. Elles ont besoin d'un château d'eau, tu es maire, elles peuvent aller te voir. Elles ont besoin de routes, tu es maire, elles peuvent aller te voir. Elles ont un problème de foncier, tu es député, elles peuvent aller t'expliquer ça pour que tu ailles défendre leur cause à l'Assemblée nationale, pour qu'on prenne une loi, etc. Mais tu n'es pas maire, tu n'es pas député, tu n'es pas président du conseil régional. En quoi tu es utile à ces populations-là? Tu n'es pas utile pour elles. Donc elles vont aller là où on peut régler les problèmes, où il y a des gens qui peuvent régler les problèmes. Et donc vous allez perdre comme ça du terrain, et le FPI a perdu beaucoup de terrain comme ça dans la mai. Anne Lotto, par exemple, elle a fait un formidable travail à l'ouest, mais elle a surfé également sur le fait que, bon, mais les gens ont appelé à boycotter, et les gens sont pas restés là à croiser, mais elle allait faire la cour à ces gens-là. Elle a résolu leurs problèmes. Aujourd'hui, ils se reconnaissent en elle. Donc, boycotter, c'est une très, très, très mauvaise
mauvaises décisions, surtout au niveau des élections locales. Parce que comme je le dis tout à l'heure, les gens ont des problèmes existentiels et ils ont besoin d'un leader, ils ont besoin d'une autorité pour régler ça. Donc si vous ne le faites pas, parce que vous avez boycotté, ces gens-là iront trouver d'autres personnes pour régler le problème, qu'ils soient chefs du village, qu'ils soient présidents des jeunes, qu'ils soient présidents des mutuelles. Ils savent que c'est celui qui exerce le pouvoir effectif là, parce qu'il est maire, président du conseil régional, député, conseiller municipal, etc., qui peut l'aider. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que être député vous permet de faire des propositions de loi à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc si, pour X raisons, vous estimez qu'il y a une injustice, il y a des points améliorés, ben, c'est l'occasion de faire donc des propositions. Donc ça peut ne pas passer, comme ça peut passer. Mais c'est je dirais, une opportunité qui vous est offerte. Et si vous-même vous êtes capable de mettre en place un groupe parlementaire, je crois qu'en Côte d'Ivoire, un groupe parlementaire, c'est 7 députés, un groupe parlementaire extrêmement puissant. Parce que vous pouvez mener des enquêtes sur des sujets qui intéressent la nation. Et donc, si vous constituez un groupe parlementaire, vous avez un pouvoir qui est important en termes d'enquête, en termes d'investigation, voilà, de mise à disposition de documentation, etc. Donc, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Et puis, enfin, quand vous êtes député, vous avez un salaire qui est conséquent, qui vous permet d'entretenir vos militants, qui vous permet d'être en contact avec votre base. Et également de financer votre parti politique. Parce que je crois que chaque député, je crois que c'est à peu près 11 ou 13 millions que l'État verse aux partis politiques par nombre de députés. Il faut que je vérifie exactement le montant. Mais c'est de cet ordre-là. Si vous avez un député à l'Assemblée nationale, l'État va vous verser, je crois, 11 millions ou 13 millions, il faut que je regarde, chaque année. Alors, si vous avez une centaine de députés, vous voyez que ça fait pendant 5 ans. Ce n'est pas rien. Voilà. Donc, moi, je voudrais inviter les jeunes à s'intéresser désormais à la politique. À ne pas être que des ramasseurs de chaises, des ramasseurs de bâches, ou des gens qu'on utilise juste pour distribuer des t-shirts. Vous avez des idées, c'est le moment de les proposer aux populations. C'est vrai, c'est pas facile. Moi, je suis bien placé pour le savoir. Je suis bien placé pour le savoir. C'est pas facile, pourquoi? Parce que vous avez des populations généralement qui sont très pauvres. Premier obstacle. Donc, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est affamé, ce ne sont pas tes idées qui l'intéressent. Ce qui l'intéresse, c'est quel est le candidat qui va me donner une bassine, qui va me donner un sac de riz, qui va me donner un pagne, qui va me donner une casquette, un t-shirt, parce qu'un t-shirt pour lui, c'est un vêtement. Et si tu n'as pas des moyens, tu pars déjà avec un handicap. Donc, c'est pas facile. Or, moi, par exemple, ceux qui m'ont suivi à Dimoko savent que je vendais des idées. Je proposais des idées. J'offrais des idées. Mais, même s'il m'arrive de donner de l'argent comme ça, mais c'est pas, je faisais pas une campagne basée sur de l'argent. Je faisais pas une campagne, parce que pour moi, on me suit pour mes idées, pas pour ce que je distribue comme argent. Et si en face, vous avez quelqu'un qui, lui, n'a pas d'idée, mais il a de l'argent, qu'il a eu d'une manière ou d'une autre, il part avec un avantage sur vous. Même si vous avez de belles idées. Donc, je peux comprendre que cela puisse freiner des jeunes. Mais il faut quand même s'engager et il faut avoir de la conviction. Je me rappelle par exemple qu'en 2018, lors des municipales, il y avait l'aide de camp de Bédier, Romain Porquet, à l'époque, qui m'a contacté, il m'a dit, bon, Jean Bonnet, Dimokro là, notre candidat a viré au RHDP. Et alors qu'il devait être le candidat du PDCI. On n'a plus suffisamment de temps pour trouver un candidat qui va constituer un dossier, donc on est fort clos.
Si tu acceptes d'être le candidat du PDCI, tu sais que Dimoko c'est PDCI, à tous les coups tu vas gagner. Et nous on va te soutenir si tu es le candidat du PDCI, parce que on a compté sur lui jusqu'au dernier moment, on a cru qu'il resterait, mais il est parti. Je lui ai dit ceci exact-là, parce que Romain Porquet, il vit encore, je lui ai dit, mais écoutez, d'ailleurs il m'a dit, c'est le président Bidier qui m'envoie. Je lui ai dit, mais dites au président Bidier que je suis FPI. Je ne peux pas être le candidat du PDCI juste parce que ça me permet de gagner l'élection. Quand je perds une élection, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, de l'énergie. Mais je ne peux pas perdre ma dignité en allant mentir aux gens pour leur dire non, non, dorénavant, je suis PDCI, donc votez pour moi. Et puis une fois que je gagne, je dis bon, finalement, moi, je donne ma victoire au FPI. Je ne serai pas à l'aise avec ma conscience. Donc je lui ai dit que je ne peux pas. Donc j'aurais pu être maire si j'avais accepté de rentrer dans cette magouille. Mais j'ai refusé. J'ai pas gagné l'élection, mais j'en suis sorti heureux, digne, parce que je me suis pas prostitué intellectuellement pour gagner une élection. Voilà. Donc, vous qui êtes jeunes et qui aimez la chose politique, parce que je le vois à travers vos commentaires, trouvez des moyens, préparez-vous. C'est pas toujours facile. Préparez-vous. Et puis, bon, allez à l'assaut des élections. Quand je me suis présenté, par exemple, en 2001, j'avais jamais fait de politique d'ailleurs. Je venais d'arriver en Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps. Et puis, c'était un ami, Vali Ouattara, qui lui, à l'époque, je ne sais pas s'il est toujours, était au RDR, qui m'a dit, ah, Jean Bonnet, il faut que tu te présentes parce que tu fais beaucoup de choses pour la jeunesse à Dimokro, tu poses beaucoup d'actes sans être maire, il faut que tu te présentes. Je lui ai dit, mais je suis même pas inscrit à Dimokro sur la liste électorale. Je n'ai jamais voté en Côte d'Ivoire. Je sais rien de la politique. Il dit, non, c'est pas grave, nous, on va t'aider. J'ai dit, ok. Donc, c'est comme ça que je me suis engagé. Mais j'allais m'engager en tant que quoi? Il me dit, non, comme c'était en 2001, il faut que tu viennes en tant que RDR, candidat du RDR, on va te soutenir. Je lui ai dit, non, je peux pas. Je suis pas RDR, je peux pas aller, pas. Si c'est en indépendant, je suis d'accord. Mais je serais d'accord si on est de vrais indépendants. C'est-à-dire que sur notre liste là, il y a également des gens du PDCI qui ne soutiennent pas le candidat officiel du PDCI. Il y a des gens du FPI, etc. Et en ce moment-là, on serait de vrais indépendants. Et puis, on va leur proposer ce qu'on peut faire. Et à l'époque, moi, j'étais au Bénet comme conseiller juridique et fiscal. Et donc, j'ai contacté un certain nombre de groupes internationaux avec lesquels je travaillais sur des grands projets en Côte d'Ivoire. Et puis, je lui ai dit, ah, ben écoutez, je veux être maire en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pourrez m'aider? Et si oui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ils m'ont dit, ah, si tu es maire, nous, voilà ce qu'on peut faire pour toi. Voilà ce qu'on peut réaliser dans ta commune, etc. Donc, sur cette base-là, je suis allé à Dimokro et puis j'ai dit aux gens, écoutez, le taux de chômage à Dimokro est inquiétant. Vous ne pouvez pas rester là pour dire non, nous on est PDCI de père en mère, alors que vous voyez bien que Dimokro, il y a près de 80 villages, il n'y a que 11 villages à l'époque qui étaient électrifiés. En 40 ans d'indépendance, vous n'avez que 11 villages électrifiés. C'est pas possible. Il n'y a pas d'eau courante dans les villages. Bon, est-ce que les jeunes là, ils vont rester là comme ça? Moi, voilà ce que je vous propose pour que les jeunes travaillent. Voilà ce que j'ai contacté. Et les gens que j'ai contactés pour m'aider à faire le développement de Dimokro, ils sont même venus à Dimokro. C'était essentiellement des entreprises françaises avec lesquelles je négociais des contrats. Ils sont venus à Dimokro pour dire, oui, s'ils gagnent, voilà ce qu'on peut faire, on s'engage. Et publiquement, ils ont pris la parole. Et un des gros projets que je voulais faire à l'époque, c'était de faire le port sec à Dimokro. Le port sec parce que je me suis dit, mais attends, à l'époque, je travaillais sur le projet de la Citaraï, je travaillais sur un certain nombre de grands projets en Côte d'Ivoire. Et au lieu que les gens viennent du Mali, du Burkina, du Niger, jusqu'à Abidjan, au port, pour aller prendre leur conteneur pour remonter sur Abidjan, on allait développer un port sec parce qu'il n'y a pas l'eau à Dimokro. Donc les conteneurs, quand ils arrivent au port d'Abidjan, on les prend sur le train, on les décharge à Dimokro et les gens viennent à Dimokro pour récupérer
leurs conteneurs pour repartir sur le nord. Mais rien que cette activité-là allait faire de Dimokro un pôle économique incroyable. Et comme j'étais au Bénin et que j'étais en charge d'un certain nombre de grands travaux, de grands projets, j'aurais eu le soutien donc du Bénin pour le faire. Et malheureusement, j'entends dire, ah écoutez, Jean Bonnet dit si les maires, il va envoyer la mer à Dimokro. Est-ce que vous pouvez croire que quelqu'un peut envoyer la mer à Dimokro? Première chose, Jean Bonnet n'est pas dit de Dimokro. Jean Bonnet n'est pas originaire de Dimokro. Jean Bonnet, sa mère est d'Abangourou. Son père est de Boaké. Pourquoi c'est chez nous à Dimokro veut venir maire? Il n'est qu'à aller chez ses parents. Donc les gens ont fait campagne sur des considérations communautaires, tribales. Les gens passent dans les villages pour dire, mais Jean Bonnet, il est baoulé, c'est vrai, mais il n'est pas de chez nous. On ne peut pas accepter que ce soit quelqu'un d'Abangourou ou de Boaké qui vienne être notre maire ici. Et pourtant, à Dimokro, on a eu quelqu'un comme Kounesama Ambroise, qui a été maire au temps d'Oufo Boigny. On a eu Djibo Sungalo, qui a été maire de Boaké au temps d'Oufo Boigny. Mais j'ai été combattu sur ça. Malgré tout ce que j'ai bien pu faire. Mais quand on va dire à des parents analphabètes, ah, lui là, il n'est pas de genoux ici. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en troisième position la question de la cohésion sociale. Pour voir comment ça nous fait rater des opportunités, comment ça nous met en retard. Donc on va y arriver. Donc, pour revenir au sujet, les jeunes qui veulent faire la politique, d'abord je leur demande d'avoir des projets. Si vous êtes dans un parti politique, essayez de vous imposer au sein de votre parti politique par vos convictions, par la solidité de votre engagement politique et par ce que vous voulez faire pour autrui. Parce qu'on veut être député, pas pour soi. C'est vrai que les avantages sont énormes. Moi, j'estime que pour un pays où en Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire, où le SMIC est à 70 000 francs, qu'un député ait 3 millions ou plus par an, un certain nombre d'avantages, je trouve ça indécent. Franchement, personnellement, je trouve ça indécent. Voilà. Les députés même touchent plus que les ministres. Je trouve ça indécent. Pour des gens qui font quelques sessions dans l'année. Mais bon, c'est eux qui votent les lois, donc c'est eux qui déterminent les rémunérations. Voilà. Mais c'est indécent, il faut l'avouer. Cet écart-là entre les élus et le peuple qui vote pour eux. Et donc, quand vous donnez le pouvoir à des gens qui vont toucher 3 millions 5 par an, qui vont avoir une prime d'installation de 10 millions, qui vont avoir une assurance maladie pour eux, leurs familles, qui vont avoir un passeport diplomatique, qui vont pouvoir s'offrir un véhicule neuf importé, hors taxe, hors douane. Mais en retour, il faut attendre d'eux un minimum de redevabilité, qui viennent vous expliquer les lois qu'ils défendent, les lois qu'ils proposent, les lois pour lesquelles ils se sont battus. Mais les gens ne font rien de tout ça. Et puis quand les élections arrivent, ils disent, ah oui, bon, lui là, c'est notre député. Oh, il est de notre parti politique. Donc, il ne faut pas voter quelqu'un simplement parce qu'il est dans ton parti politique. Il faut voter parce qu'il fait avancer la Côte d'Ivoire. C'est un député de la nation. Ce n'est pas un député de Dimokro, de Toumoudi ou de choses. C'est un député de la nation. Il est élu dans une circonscription, mais c'est un député qui a un statut national. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour avancer la nation? Qu'est-ce qu'il fait pour que la Côte d'Ivoire avance? Qu'est-ce qu'il fait pour que le pays se développe? C'est ça qui est son rôle. Mais s'il n'est pas capable de ça, soit le parti politique propose quelqu'un d'autre, soit vous votez quelqu'un qui peut faire avancer. Parce qu'au final, le développement là, il se construit à l'Assemblée nationale. Quand je dis se construit à l'Assemblée nationale, c'est vrai que le gouvernement fait des propositions, des projets de loi et qui doivent être votés. Mais les députés apportent des amendements. Et c'est tout ça là qui permet à la Côte d'Ivoire de se développer. Le président de la République peut dire, moi, je veux faire 5000 km de route. Mais c'est les députés qui doivent voter la loi de finances pour autoriser à aller faire des emprunts ou à prendre sur le budget national pour financer ces routes-là.
Si les députés disent non, non, on a déjà ce nom de route, on va construire des écoles, c'est eux qui décident. C'est eux qui votent la loi des finances. Oh, la loi des finances, c'est une loi qui est importante. Dans cette loi-là, on décide de dire, on va emprunter de l'argent, on va prendre une partie pour donner au maire, au président du conseil régional, etc. Donc, le député est important. Ne croyez pas que on vote un député juste parce que on veut que le parti ait des députés. Non. Non, le député est important. Donc, si votre député est muet, il est aveugle, il est sourd, il ne vous sert absolument à rien. Donc, je vous engage, jeunes, à vous intéresser à la politique, soit en rentrant dans un parti politique et à sortir votre épingle du jeu, c'est-à-dire à vous montrer à la hauteur des enjeux pour lesquels vous vous engagez en politique, et donc à briller pour que ce soit vous qui soyez choisis et qui apportez une plus-value à la Côte d'Ivoire. Parce que tout ça là, ça se résume en une plus-value. Quelle plus-value vous apportez à la Côte d'Ivoire? Donc, quand Tidjane Thiam demande au PDCI de ne pas boycotter, c'est une très bonne décision. Parce que si Tidjane Thiam ne le fait pas, on va avoir une Assemblée nationale qui est dominée à 90%, 99% par le RHDP. Et ça, c'est pas bon pour la démocratie. Dans aucun pays, il n'est bon qu'un parti politique soit omnipuissant, omniprésent, omnipotent, je veux dire, et omniscient. Il faut qu'il y ait un minimum d'équilibre pour que la démocratie fonctionne. Parce que si un seul parti dirige tout de façon absolue, il n'y a plus de démocratie. Et ça, c'est pas bon. Un parti au pouvoir a besoin d'être challengé pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Mais s'il n'a pas de challenge en face, c'est pas bon. Et donc, quand le PDCI dit il faut y aller, il faut encourager cela, parce que les cyberactivistes là, qui disent non, ils ont trahi la lutte, ils ont trahi eux là, ils n'ont absolument rien à perdre. 90% sont assis en France, aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Ils n'ont rien à gagner, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont absolument rien à perdre. Eux, ils sont dans la théorie. Ils sont dans la théorie. Donc, quand il dit la lutte, il mène quelle lutte? Il ne mène absolument aucune lutte. Il ne mène aucune lutte. Ceux qui mènent la lutte, là, c'est ceux qui deviennent députés parce que c'est eux qui votent les lois des finances. C'est eux. Mais ceux qui sont assis derrière les micros en train de piailler à longueur de journée, là, c'est pas eux qui font avancer les luttes, hein. En tout cas, pas de cette façon. Parce que quand il te dit qu'il ne faut pas les voter, ok, ne pas les voter. Il est fier de lui. Ça lui donne un certain sentiment de puissance. Mais à la fin de la journée, c'est le parti au pouvoir qui aura des députés et qui vont décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, ta fierté là, elle est passagère parce qu'elle n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire et elle n'a pas pu faire évoluer le rapport de force. Et tu vas le subir. Voilà. Que tu aies voté ou que tu n'aies pas voté, si demain le pouvoir RHDP décide de mettre un goudron, tu vas passer dessus. S'il décide de faire un pont à péage, tu vas payer. Donc, ces boycotts-là n'ont pas de sens. Alors, il y en a qui me disent, est-ce que le PPAC va y participer? Le PPAC va y participer. Je pense que tous les partis politiques vont y participer. Voilà. Alors, est-ce que c'est logique d'avoir boycotté la présidentielle et d'aller aux législatives? C'est pas logique. Mais la politique n'est pas toujours logique. Cela dit, ce sont des enjeux différents. La présidentielle, c'est le pouvoir exécutif. Donc, vous l'avez perdu. Et maintenant, il faut se battre maintenant pour avoir le pouvoir législatif. C'est un autre pouvoir. C'est un autre contre-pouvoir. Voilà. Donc, ce sont deux logiques différentes. Et ce serait une erreur pour l'opposition de boycotter cela. Voilà. Mais la meilleure même stratégie pour l'opposition, et qui est d'ailleurs aussi la plus difficile, ce serait de dire, bon, écoutez, on va s'asseoir ensemble, et puis on va avoir un seul candidat par circonscription face à ceux du parti au pouvoir. Ça, c'est la solution la plus intelligente. Mais est-ce qu'ils en sont capables? Ça, c'est pas évident. Il y a tellement d'ego, il y a tellement de ressentiment. Lui là ne parle pas un blé boudé. Lui là ne parle pas avec un finguessan. Lui là ne veut pas sentir celui-là. Lui là dit c'est moi qui suis le plus fort ici. Donc c'est quasiment mission impossible pour cette opposition là
qui est miné par des querelles d'ego, de leadership, de s'entendre. Sinon, si l'opposition partait unie, l'opposition avait des chances d'avoir de nombreux postes de députés. Mais bon, tel que je connais un peu les uns et les autres, les égos étriqués, ça va être difficile. Voilà. Je voudrais enfin aborder la dernière question, qui est la question de la cohésion sociale. Alors, l'élection présidentielle a, je dirais, m'a révélé un certain nombre de choses. Et j'en tire un certain nombre d'enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'il y a un fossé abyssal entre ce que je caricature, entre le nord, c'est-à-dire de Bouaké jusqu'à Tengrela-Odiéné, et le sud, donc de Bouaké jusqu'à Abidjan, etc. Et cela se voit par le niveau de taux de participation. Quand vous êtes au nord, vous avez des taux de participation monstrueux, de 98% dans certaines localités, de 99%. 99% dans certaines localités. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et non seulement le taux de participation est élevé, mais le vote en faveur d'un candidat est extrêmement élevé. Alors, dans ce cas-là, moi, je me pose un certain nombre de questions. Premièrement, est-ce que au nord, les gens n'ont pas encore complètement assimilé ce qu'est la démocratie? Parce que dans la démocratie, il y a également l'idée d'alternance. Quand on est démocrate, on est également dans une logique, dans une dynamique d'alternance. Or, quand un seul candidat a 99% des voix, ça veut dire que on n'a même pas intégré la démocratie, l'idée d'alternance. Ça veut dire que tout le monde pense la même chose. C'est-à-dire, pour moi, c'est extraordinaire de croire que dans une famille, il n'y ait pas de voix dissidente. Que dans une famille, s'il y a 1000 personnes, 99 disent, nous, on pense la même chose. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et donc, sociologiquement, ce serait intéressant d'étudier cela. Pourquoi des candidats peuvent avoir 99%, 99,90% dans cette localité? Soit, c'est parce que, comme je l'ai dit, les gens n'ont pas compris encore ce qu'est la démocratie. Soit, c'est parce qu'il y a eu tricherie. Soit, c'est parce qu'il y a une réplique communautaire. Et ça, je voudrais venir sur ça. Et s'il y a une réplique communautaire, ce qui est fort probable, pourquoi il y a une réplique communautaire? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce réplique communautaire? Sujet que les sociologues devront adresser, parce que c'est important pour la démocratie, pour la cohésion sociale que nous souhaitons en Côte d'Ivoire. J'observe sous mes propres directs ou souvent sous mes posts. Mais Jean Bonnet, il n'y a que les gens du Nord qui sont sous tes postes. Mais quand quelqu'un te dit ça, mais pourquoi c'est les gens du Nord qui viennent sous mes postes, alors que je ne suis pas du Nord? Ça veut dire que les gens du Nord ne rejettent pas les gens du Sud. Ce qu'ils rejettent, c'est un certain discours. C'est certaines prises de position. Donc moi, quand on me dit, mais c'est les gens du Nord qui sont sur ton direct, ça ne me gêne pas. Au contraire, j'en tire une certaine fierté. Parce que ça veut dire que j'ai un discours qui plaît. Je ne parle pas pour les gens du Sud, je parle pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, pourquoi les gens du Sud, eux, n'aiment pas mon discours? Alors que le discours que je tiens n'est pas communautariste. Je ne suis pas musulman.
Donc je dis pas aux gens, oui, votez pour moi parce que je suis musulman, ou je suis chrétien, ou je suis bouddhiste, ou quoi que ce soit. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement la Côte d'Ivoire d'abord. Parce que la Côte d'Ivoire est au-dessus de nos intérêts partisans, de nos intérêts claniques, de nos intérêts religieux, tribalistes ou communautaires. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Et quand c'est bon, et que je dis c'est bon, on dit, ah, mais Jean Bonnet, tu es un vendu. Jean Bonnet, tu vas aller au restaurant. Jean Bonnet, tu sais ci, cela. Jean Bonnet, tu fais cela. Parce que on veut forcément que je dise ce qui plaît à l'opposition. Mais je ne suis pas un opposant. Je ne suis opposé à personne. Tant que j'étais au FPI, j'étais dans un parti politique, j'épousais les positions de mon parti. Parce que dans un parti, comme dans l'armée, il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. Soit vous êtes d'accord et vous embouchez la trompette officielle, soit vous n'êtes pas d'accord et vous démissionnez. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 2021, mais ça pourra faire l'objet d'un autre direct, j'ai démissionné du FPI, alors que je n'avais aucun problème avec Afin Guessan. Je n'avais absolument aucun problème. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai absolument aucun problème avec Afin Guessan. Mais il avait des orientations qui ne me plaisaient pas. Et donc, j'ai démissionné pour ça. Parce que si je restais, j'étais obligé de jouer à l'hypocrite. Oh, je ne sais pas jouer à l'hypocrite. Je dis ce que je pense, et je pense ce que je dis. Mais mes rapports avec Afin Guessan sont au beau fixe. Je peux appeler Afin Guessan à n'importe quelle heure, il va décrocher. Il va m'appeler à n'importe quelle heure, je vais décrocher. Je n'ai absolument aucun problème avec ce monsieur, qui est un monsieur extraordinaire, qui est un monsieur brillant. Monsieur brillant, il y a des gens qui disent, mais Jean Bonnet, on trouve que tu es brillant, tu es cultivé, etc. Mais je pense même pas que j'ai 10% des capacités d'Afin Guessan. Je vous le dis en toute modestie et en toute franchise. C'est un monsieur extrêmement brillant. Et moi, j'aime les hommes brillants. Donc, mais à un moment donné, je n'étais pas d'accord avec certaines de ses orientations. Je suis parti, j'ai pas fait de clash, je suis pas allé vilipender Afin Guessan en disant que je suis pas d'accord avec ceci, cela. Je suis parti, et puis j'ai exercé un très bon commerce avec lui, et ça suffit à mon bonheur. Et donc, il faut qu'on sorte de cette logique de les vrais Ivoiriens. Je vais des fois sur les panels TikTok, et j'entends ça. Ah, on va perdre notre pays. Vous êtes là, on vous dit, vous n'écoutez pas, hein, les gens sont en train de prendre notre pays. Donc, c'est-à-dire qu'on a des Ivoiriens qui pensent qu'ils sont eux les vrais Ivoiriens et les autres sont des apatrides, des étrangers. Mais il faut sortir de ça. Qu'on le veuille ou pas, la Côte d'Ivoire est un pays ouvert. Depuis Fauboigny. Depuis Fauboigny. Donc ça là, on n'y peut rien. Et ça transparaît dans notre hymne national. Pays de l'hospitalité. Ça transparaît dans la chose. Les autres pays ne sont pas comme ça, mais nous, on est comme ça. Est-ce que c'est une faiblesse? Non, ce n'est pas une faiblesse. Parce que notre ouverture ne nous a pas empêché d'être la première économie de l'UEMOA. Notre ouverture ne nous empêche pas d'être la deuxième économie de la CEDEAO. Notre ouverture ne nous empêche pas d'être la première économie de la CEDEAO en termes de PIB par habitant. C'est-à-dire que si vous prenez la richesse par habitant, on est devant le Nigeria. Donc, ce n'est pas une faiblesse. Vous prenez les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas un pays qui produit autant de prix Nobel que les États-Unis d'Amérique. Est-ce que ça fait les faiblesses qu'aux États-Unis, on ait quelqu'un qui s'appelle Barack Hussein Obama, descendant d'un Kenyan qui a été président de la République? Non. Les Américains n'ont pas de complexe vis-à-vis de ça. Actuellement, l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, c'est une noire, c'est pas une blanche. On a même eu des Asiatiques. Mais c'est tout ça qui fait la force de ce pays-là, ce mélange. Ils sont la première puissance du monde. Depuis des années. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, nous les vrais Américains. Nous les vrais Américains.
C'est ça qui fait leur force. Il n'y a pas de vrais Ivoiriens, des faux Ivoiriens. On est une terre, on est sur la terre qui nous appartient à tous et qui nous appartient à personne parce qu'on est venu trouver cette terre-là. C'est les Blancs qui ont fait les frontières. Ce sont les Blancs qui sont venus tracer les frontières. Sinon, on n'avait pas cette notion de frontière. Et vous avez des villages en Côte d'Ivoire qui sont coupés en deux. Une partie en Côte d'Ivoire, une partie au Ghana, une partie au Mali, une partie en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est l'héritage colonial. Mais cet héritage colonial ne doit pas nous faire oublier que nous sommes même peuple. Et on ne doit pas se fracturer avec ces discours qu'on entend. Ah, on est en train de perdre notre pays. Hein. Regardez, les étrangers sont en train de prendre notre pays. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On construit tout ce pays. On construit tout ce pays. Moi, je suis marié à une Américaine. Ma femme est avocate à San Francisco. Donc, mes enfants sont américains et ivoiriens. Donc, demain, s'ils veulent être maires, s'ils veulent être députés comme Michel Gbagbo, on va leur dire que ce n'est pas des vrais Ivoiriens. Parce qu'ils ne sont pas PPAC. Qu'ils sont étrangers. Alors qu'ils peuvent apporter des choses à la Côte d'Ivoire. On va dire que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Parce que son père serait sénégalais et qu'il n'y a pas de village en Côte d'Ivoire où on s'appelle Thiam. Alors qu'il peut apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Ou bien comme il est PDCI et qu'il est Thiam, là il devient vrai ivoirien. Mais s'il est RDR, alors il n'est pas vrai ivoirien. Il faut sortir de ça. Il faut laisser les gens qui sont petits d'esprit, qui n'ont rien d'autre à proposer que de vendre la haine, les commerçants de la haine là. Il faut laisser ce discours. Mais ceux qui sont allés un peu à l'école, il faut réfléchir. Des gens sont assis dans les pays des Blancs. Ils profitent du travail des Blancs, des labeurs des Blancs. Et c'est eux qui critiquent les étrangers dans leur propre pays, alors qu'eux-mêmes, ils sont assis à l'étranger. Pourquoi ces gens-là n'iraient pas adhérer au parti de Marine Le Pen? Parce que c'est la même posture qu'ils ont. Ils n'en veulent pas les étrangers n'ont qu'à aller chez eux. Donc, vous quittez la France, vous quittez les États-Unis, et puis vous venez en Côte d'Ivoire, parce que ceux qui pensent comme vous, là, estiment que vous ne devez pas être dans leur pays. Or, vous êtes dans leur pays, et puis vous critiquez d'autres dans votre pays d'être des étrangers. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Demain, vous allez dire oui, lui là, il s'appelle Savognon. Il n'y a pas de village en Côte d'Ivoire qui s'appelle Savognon. Donc pourquoi? Mais vous êtes assis devant sa chaîne de télévision, vous regardez, vous êtes content. Vous êtes content. Il apporte à la Côte d'Ivoire. Il contribue à la grandeur de la Côte d'Ivoire. On ne choisit pas ses parents. Si tu es né d'une mère baoulée, d'un père béninois ou togolais, ben tu es né comme ça, tu les as trouvés. Tu n'as pas fait le choix. Tu es né comme ça. Mais tu es ivoirien. Tu es ivoirien. Moi, j'ai un ami, quand on était au Bénin, Armand Ajavon, l'un des plus grands architectes de Côte d'Ivoire, qui a fait pratiquement tout l'urbanisme d'Abidjan et au-delà. On vient de me dire, ah, mais il n'y a pas un village en Côte d'Ivoire où les gens s'appellent Ajavon. Il n'est qu'à aller au Togo ou au Bénin. Alors que ce gars-là a apporté plus que beaucoup d'entre nous. Il y en a qui vont me dire, oui, mais lui là, il s'appelle Assalfo, on dit oui, c'est un Burkinabé, etc. Alors qu'il fait rayonner la Côte d'Ivoire à l'international. Mais toi qui es vrai Ivoirien là, tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire? C'est quoi ta plus-value? C'est quoi ta plus-value? Par rapport à ceux que tu estimes être des faux Ivoiriens. Tu es en France ici en train de faire Jossi, en train de laver des assiettes, en train de laver des cadavres, en train de laver des rues, en train de contribuer au développement de la France. Alors que ceux que tu appelles les faux Ivoiriens, là, et ils sont en Côte d'Ivoire et ils contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Demain, ils vont prendre la Côte d'Ivoire, mettre sur les têtes pour aller où ça? S'ils construisent des immeubles, c'est en Côte d'Ivoire. S'ils construisent des écoles, des universités, des entreprises, c'est en Côte d'Ivoire. Quand Dosongui va payer une banque à Madagascar ou je ne sais pas dans quel pays, on est content, on est fier. Quand Diagou va payer ou installer NCA un peu partout en Afrique, on est content.
Mais quand d'autres apportent leur intelligence, leur fortune, leur connaissance pour faire rayonner la Côte d'Ivoire, comme les États-Unis aujourd'hui, on veut nous envoyer dans les replis identitaires. Il y a des politiciens qui vont venir surfer sur ça. Ah non, 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 moi si je suis là maintenant, c'est d'abord la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens d'abord. Il ne dit pas la Côte d'Ivoire d'abord parce que c'est pas pareil. Si tu dis la Côte d'Ivoire d'abord, comme nous à Fier, on dit la Côte d'Ivoire d'abord. Ça veut dire que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire ont les mêmes droits. Mais si tu dis les Ivoiriens d'abord, ça veut dire en Côte d'Ivoire, les étrangers n'ont pas les mêmes droits. Alors que quand vous vivez dans les pays des autres, vous avez pratiquement les mêmes droits économiques. Parce que vous payez des impôts. Vous payez des impôts. Si vous travaillez dans ces pays-là, vous payez des impôts, vous avez les mêmes droits. Vous n'avez pas certains droits politiques. Mais les droits économiques, les droits sociaux, vous avez pareil. Quelqu'un travaille en Côte d'Ivoire, il paye ses impôts. Et puis, bon, tu dis non, que c'est pas possible. Il a ouvert son entreprise. Non, non, non. Moi, si je suis là, je veux plus qu'un étranger fasse garba. Mais qui empêche un Ivoirien d'aller faire garba? Oui, parce que l'étranger fait garba, toi, Ivoirien, tu ne peux pas faire garba. Qui empêche un Ivoirien d'être boucher, d'être menuisier, d'être ceci? Personne. Donc, c'est des faux problèmes. C'est des faux problèmes. Voilà. Mais pour revenir au problème fondamental, cette affaire de les vrais Ivoiriens, là, j'ai compris que c'est ça qui divise la Côte d'Ivoire. Moi, il y a quelqu'un je pense du RHDP. Il m'a appelé un jour dans mon inbox, il m'a dit Jean Bonnet, tu sais, il m'a dit son nom. Quand je dis mon nom, tu vas penser que je suis RHDP. Mais je ne suis pas RHDP. Je ne suis pas RHDP. Au contraire même, moi là, j'estime que depuis que le RHDP est là, mes affaires ne marchent plus. Mais quand tu entends mon nom, tu te dis, ah, vraiment, lui là, il doit gagner des milliards maintenant que le RHDP est au pouvoir. Mais c'est faux. Je ne suis pas RHDP. Mon entreprise n'a pas marché davantage depuis que le RHDP est au pouvoir. Que ma région n'a rien bénéficié depuis que le RHDP est au pouvoir. Il m'a dit, Jean Bonnet, je suis d'Odiéné. Le RHDP est au pouvoir depuis 15 ans. Il faut aller voir Odiéné, tu vas voir. Si Odiéné est devenu plus développé que chose. Il y a des régions comme Korogo qui sont développées. Mais en tout cas, chez moi, Odiéné, là, je ne vois pas ce qu'il a apporté de plus depuis le RHDP là. Mais pourtant, nos parents sont dedans. Je lui ai dit, oui, mais pourquoi vos parents sont dedans? Il m'a dit, mais Jean Bonnet, c'est ça. Tu passes ici, on dit tu es guinéen. Tu passes ici, on dit tu es malien. Tu passes ici, on dit tu es burkinabé. Ah, mais le parti qui nous ne traite pas d'étrangers, là, c'est le RHDP. On va rester dedans. Parce que ceux-là, si demain ils viennent au pouvoir, là, déjà que nous, on est là, on dit qu'on est burkinabé, on est malien, on est ceci, cela. Mais s'ils viennent au pouvoir, là, mais on va être ostracisés. Donc, même si le RHDP fait rien pour nous, là, on préfère encore rester avec lui parce qu'il nous donne cette sécurité-là. Il nous garantit cette sécurité-là. Qu'on est nous-mêmes. Donc, si vous n'avez pas compris pourquoi vous perdez du terrain au nord, restez dans ce discours ivoiritaire, dans ce discours exclusionniste, dans ce discours tribaliste, dans ce discours élitiste, dans ce discours, je dirais presque hitlérien, de purification de la race des vrais Ivoiriens qui seraient purs et la race des sangs mélangés qui seraient impurs et qui ne seraient pas donc dignes d'avoir des postes politiques en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont impurs, parce qu'ils ont des origines maliennes, guinéennes, nigériennes, etc. Mais il y a des Kofi en Côte d'Ivoire, il y a des Kofi au Togo, il y a des Kofi au Bénin, il y a des Kofi au Ghana, il y a des Kofi au Lomidé. Mais on va vous traiter étranger pour ça? Je suis sûr qu'il y a des noms qu'on trouve à Giglo et qu'on trouve également au Libéria ou en Sierra Leone. Donc, il faut sortir de ça. À l'époque de Houphouët-Boigny, là, et ce qui a fait la force du PDCI à l'époque de Houphouët-Boigny, c'est ça. Mais, en dehors de Yamoussoukro, là, moi, je ne connais pas un village baoulé que Houphouët-Boigny a développé plus que d'autres. Je ne connais pas. Je vous parlais de Dimokro. En 40 ans de PDCI, ils n'avaient que 11 villages électrifiés à Dimokro. Il n'y avait même pas une seule sous-préfecture à Dimokro. Il n'y avait pas une seule sous-préfecture. Voilà la réalité. Mais pourquoi? Parce que Houphouët-Boigny n'a pas voulu faire Houphouët-Boigny n'a pas voulu faire du clanisme, du tribalisme.
Voilà. Même au niveau de son armée, les chefs là, c'était souvent des BT, les Zézé Barouin, des trucs comme ça. Vous voyez, non? Donc, il a mis tout le monde, il a trahi tout le monde. Et c'est de cette Côte d'Ivoire là que moi je rêve. Pas de cette Côte d'Ivoire où on a les Ivoiriens, les purs sangs, les Ivoiriens, les demi-sangs, les quarts de sang, et qui sont dans les discours, on veut nous voler notre pays. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un pays qu'on vole. Il n'y a pas un pays qu'on vole. Dans un pays, il y a des gens qui travaillent. Il y a des bosseurs, et dans un pays, il y a des paresseux. Il y a des paresseux qui pensent que le fait d'être né Ivoirien, ça leur donne des privilèges. Non. Dans la vie, là, chacun se bat. Le fait d'être Ivoirien ne va pas te donner plus d'avantages que d'autres. Ça peut te donner des opportunités parce qu'on va dire ce concours-là n'est ouvert qu'aux Ivoiriens. Mais entre les Ivoiriens qui vont aller concourir, là, il y en a qui vont être échoués, il y en a qui vont être admis. Parce que c'est le cycle de la vie, c'est une compétition. La vie est une compétition. Donc, en tout cas, ceux qui sont encore dans ce discours de les vrais Ivoiriens, ils veulent nous voler notre pays. Vous êtes là. Vous êtes dans un faux combat. C'est un combat, un peu comme le combat du franc CFA. C'est un faux combat. On veut notre propre billet. Aujourd'hui, personne n'utilise des jetons, personne n'utilise des monnaies en France. Tout le monde utilise sa carte bancaire. Tu vas aller en Chine, tu vas être ta carte bancaire. Alors que tu n'as pas de yens ou de dollars ou d'euros dans ton compte. Mais tu payes avec ton CFA. Tu as du CFA sur ton compte en Côte d'Ivoire, avec ta carte bancaire, tu vas dans n'importe quel pays, tu payes. Qui utilise encore des jetons? Qui utilise encore la monnaie scripturale? Qui utilise encore de la monnaie fiduciaire? C'est fini, on est dans la monnaie électronique. Donc, il faut quitter dans les faux combats, les faux trucs. Tout le monde développe la Côte d'Ivoire. On a des Ivoiriens, comme vous appelez, 100%. Mais on a des gens qui sont 100 000, mais qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, qui hisse le drapeau de la Côte d'Ivoire très haut. On a le gars là, pendant la CAN, c'était Indika ou je sais pas quoi. On dit, ah, il a un parent camerounais, il a un parent ivoirien. On est fiers de lui. On a un doué ou je sais pas quoi là, qui doit venir ou qui est dans l'équipe nationale, ou Allaire. Mais tout cela, c'est ça la Côte d'Ivoire, qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire par rapport à d'autres pays qui disent que eux, ils sont 100% ceci, cela, mais on est devant eux. Au niveau social, au niveau économique, au niveau politique. Parce que dans leur pays, il n'y a plus d'élection. On ne vote plus maire, on ne vote plus député. Le président est là à vie. Dans leur pays, c'est nous qui leur donnons du carburant. C'est nous qui leur donnons de l'électricité. Mais ils sont des purs sangs. Je préfère être dans mon pays où on est mélangé là. Et puis on vit tranquille. Donc il faut sortir de ce débat-là. Il faut sortir de ce débat. Ça ne nous fait pas avancer, ça nous recule, ça nous divise. Et ça ne nous fait pas aborder les vraies questions qui font avancer la Côte d'Ivoire. Quand on dit l'équipe nationale de Côte d'Ivoire joue, on ne doit pas savoir dedans qui est né d'un père américain, d'une mère française. Non, c'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est le drapeau de Côte d'Ivoire. Et les gens se battent pour ce drapeau. Et quand on gagne, on dit la Côte d'Ivoire a gagné. On n'a pas dit, ah non, non, il y a un demi ceci, il y a un demi cela. Voilà. Mais les lois sont les lois. Il y a des postes pour lesquels il y a des conditions. Moi, par exemple, l'article 48 du Code de la nationalité, je pense qu'il faut supprimer ça. C'est un article qui a été pris dans les années 60 pour des raisons bien précises, mais aujourd'hui, c'est un article qui est dépassé. C'est un article qui est dépassé. Voilà, qui est même contre-productif. Je vous ai donné par exemple mon exemple. Ma femme est américaine. Elle est avocate à San Francisco. Nos enfants sont américains et ivoiriens. Si moi, je décide de prendre la nationalité américaine, je perds ma nationalité ivoirienne. Si elle décide d'être ivoirienne, elle devient ivoirienne et américaine. Moi, je ne suis plus ivoirien, mais elle est devenue ivoirienne. Elle est devenue ivoirienne et elle garde sa nationalité américaine. Mais moi, qui lui ai donné ma nationalité, je ne suis plus ivoirien. Vous ne trouvez pas ça absurde? Donc, c'est une loi qui est dépassée, qu'il faut réviser. Ça nous divise, ça crée des Ivoiriens qui ont des droits à 100% et d'autres qui n'ont pas les droits à 100%. Voilà. Donc, il faut revoir cette loi. C'est une loi qui a été faite sous le PDCI, ce n'est pas une loi qui a été faite sous le RHDP. Mais je voudrais demander au RHDP de revenir sur cette loi-là.
si c'est eux qui ont la majorité à l'Assemblée nationale, de revenir sur cette loi. Je crois même que j'ai lu quelque part que Houphouët-Boigny voulait revenir sur cette loi, mais les gens n'ont pas voulu. Cette loi est dépassée. On est mélangé. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont épousé des Suédoises, des Danoises, des Allemandes, des Ivoiriens qui vivent en Allemagne, qui sont devenus Allemands. Ils vont perdre leur nationalité simplement pour ça. Alors que devenir Allemand, Danois, Suédois, Belge, ça lui donne des opportunités. Ça lui permet même d'envoyer de l'argent au pays pour faire fructuer des projets. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut abroger cette loi-là. C'est un non-sens. C'est un non-sens d'un point de vue sociologique. Et d'un point de vue juridique, c'est une aberration pour les raisons que je vous ai expliquées. Je suis ivoirien, j'épouse une américaine, je prends la nationalité américaine, je perds ma nationalité ivoirienne. Ma femme américaine m'épouse, elle devient ivoirienne, elle garde sa nationalité américaine. C'est un non-sens. Mes enfants sont ivoiro-américains, mais moi-même, je ne suis plus ivoirien. Vous voyez les bêtises comme ça. Donc voilà, donc il y a des choses comme ça, il faut faire, chers amis. Le débat politique là doit porter sur tu apportes quoi à la Côte d'Ivoire? Quelle est la plus-value que tu apportes à la Côte d'Ivoire? C'est sur ça que ça doit porter. Mais les gens qui veulent surfer sur la tribu, sur l'ethnie, sur la communauté, sur la pureté du sang là, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Ils ne sont pas différents des nazis. Ils ne sont pas différents des fascistes. La Côte d'Ivoire est un pays ouvert et c'est une richesse. Point. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez maintenant poser vos questions. Je suis là. WhatsApp 07 07 31 32 82. Je vais vous répondre. Ibé Barbet, quand Gbagbo dit qu'il soutient les manifestants, mais ne les appelle pas à manifester, cette ambiguïté n'engage pas la pénale de Gbagbo. Non, ça n'engage pas sa raison pénale et je pense qu'il a bien compris. Je pense qu'il a bien compris la différence. Si tu fais un mot d'ordre où tu demandes aux gens de descendre dans la rue, tu es pénalement responsable, civilement responsable des exactions parce qu'ils agissent sur ton commandement, voilà, sur tes instructions. Donc, tu es responsable, voilà. Tu es auteur ou co-auteur, voilà, même si tu n'es pas commettant. Mais quand tu dis, bon, moi je les soutiens, c'est un soutien moral, c'est pas un soutien actif. Voilà, donc c'est pour ça qu'il dit ça. Je pense que les opposants sont tout simplement en panne de stratégie, voire de vision. J'ai souhaité de tout mon être que des erreurs du passé ne le reproduisent pas. Je voulais une élection à disputer, mais hélas, ils ont encore boycotté depuis 1995. Le boycott n'a jamais payé. Oui, parce que malheureusement dans l'opposition, ceux qui sont capables d'avoir de la vision, qui sont capables de bâtir des stratégies, n'ont pas le charisme nécessaire pour fédérer autour de leur personne leurs idées qui peuvent faire avancer l'opposition, malheureusement. Malheureusement. Et c'est pour ça que l'opposition tourne en rond. Bon, voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais couper le direct et puis vous remercier de l'avoir suivi. Je crois qu'il est possible également que je prenne des gens en direct sur le direct. Je vais voir si c'est possible. Si c'est possible, je vais appeler des gens. Mais bon, je ne maîtrise pas trop ces choses-là. Sinon, j'aurais invité les gens à venir sur mon direct, à intervenir. Mais les gens semblent un peu timides. Voilà. La prochaine fois, je ferai en sorte que les gens puissent intervenir au direct et poser des questions pour qu'on puisse interagir.
Il y en a qui écrivent. Alors, si c'est sur WhatsApp, c'est mieux d'appeler hein, au lieu d'écrire. C'est plus facile pour tout le monde. Plus facile pour tout le monde. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'appeler en vidéo, hein, vous pouvez appeler en... Ne soyez pas... Allô? Oui, allô, monsieur Jean Bonnet. Oui, bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est quoi votre question? D'accord. Pensez-vous que dans les villes du Nord, où on a eu un taux de participation à 99 ou 100% du vote, pensez-vous que les fonctionnaires d'État, où on peut voir les PT, les Djoula, les Sénifou, les Atiers, les Anis, pensez-vous qu'ils sont tous à la solde du RAGP ou c'est pas peur qu'ils sont allés voter? Parce que je pense qu'il y en a plein qu'on connaît qui ne sont pas forcément RAGP. Mais dans ces villes où il y a des fonctionnaires, on a vu le 99%. Comment vous expliquez ça? Oh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'explique pas. Hein. Je donne des pistes de réflexion. Pour moi, quand dans une localité, un candidat à 99%, ça veut dire soit il y a eu tricherie, soit dans cette localité, les gens n'ont pas compris suffisamment ce qu'est la démocratie, parce que la démocratie veut dire que vous pouvez choisir entre plusieurs candidats. Et là, en l'occurrence, il y avait plusieurs candidats, ils étaient 5. Mais que dans une localité, quelqu'un est 99%, ça veut dire que tout le monde pense la même chose. Et je pense que ça, c'est pas bon pour la démocratie. Voilà. Maintenant, pourquoi tout le monde pense la même chose? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, soit il y a eu tricherie, soit les gens sont pas mûrs encore pour la démocratie et n'ont pas encore compris ce qu'est la démocratie, n'ont pas encore compris ce qu'est l'alternance. Voilà. Mais la question que vous posez est intéressante. Voilà. Dans une ville où il y a d'autres communautés qui traditionnellement ne votent pas RHDP, mais soit ces communautés-là ont fait l'abstention, ne sont pas allées voter, soit ne sont pas inscrites sur les listes électorales de ces endroits-là, parce que tu peux être fonctionnaire à Korogo ou à Minignan ou je sais pas quoi, sans être forcément inscrit là-bas. Donc, c'est difficile de répondre à ça sans avoir... Il faut le prendre au cas par cas, faire vraiment une étude sociologique pour savoir exactement ce qui se passe. En tout cas, merci beaucoup. Merci bien. Oui, allô? Bonsoir, monsieur Bonnet. Bonsoir, monsieur. Oui, comment allez-vous? Très bien, merci. Ok. Je ne sais pas si vous avez suivi l'interview de Gbagbo Laurent avec Alain Foka. Oui, j'ai suivi cette interview-là. Ok, on lui a posé la question sur la tour F et le troisième pont. Oui. Il dit que ça ne sert à rien. Et comment tu trouves ça? Non, il a tort de dire ça. Économiquement, il a tort de dire ça. Mais en même temps, Gbagbo est un opposant. Le rôle d'un opposant, c'est pas de féliciter le parti au pouvoir. Le rôle d'un opposant, c'est de dépeindre pour un noir. Donc, dans ce cadre-là, il est dans son rôle. Voilà. Il n'appartient pas à un opposant de dire, ah oui, mes adversaires travaillent bien. Si tu estimes qu'ils travaillent bien, mais pourquoi tu veux les combattre? Donc, c'est tout à fait normal. Donc, il faut pas en vouloir à un opposant de critiquer ce qu'un parti au pouvoir fait. C'est le rôle de l'opposant. Voilà. Ce qui est différent de nous autres qui sommes de la société civile, et c'est ce qu'on, moi, par exemple, on me reproche. Quand je dis le RADP a bien travaillé dans tête, on dit, ah oui, tu es un vendu, tu es un traître, etc., etc. Mais je ne suis pas opposant. Donc, quand tu n'es pas opposant, tu as cette liberté-là. Mais si Gbagbo Laurent dit c'est inutile, alors qu'on sait que Gbagbo Laurent a fait des choses qui ne sont pas forcément utiles, hein, il a construit plein de monuments aux morts qui ne servent à rien du tout. Mais bon, voilà. Mais c'est normal, il est dans son rôle d'opposant, donc faut pas lui en vouloir pour ça. D'accord, ça marche. Merci. Merci. Alors. Bonsoir, monsieur Jean Bonnet. Que pensez-vous de la politique de Tidjane Thiam? Que pensez-vous de la lettre de Thiam aux militants du PDCI? Alors, donc, deux questions. La dernière, j'ai déjà répondu. Ce qu'il demandait, en gros, c'est que les gens aillent à l'élection des députés. Je pense que c'est une bonne décision.
Que pensez-vous de la politique de Tidjane Thiam? Je ne suis pas militant du PDCI. C'est difficile pour moi de me prononcer sur la politique d'un parti ou les stratégies d'un parti politique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a des stratégies qu'ils ont, ces stratégies-là, ils les partagent avec le Front commun. Or, on a bien vu que ces stratégies-là n'ont pas atteint leur objectif. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de militants et de cadres du PDCI qui sont en exil. Vous avez beaucoup de cadres du PPACI comme Damana Picasse, comme Poucheri Balé, comme Bogasako, que je ne considère pas personnellement comme des acteurs de la société civile, parce que ce qu'ils font là, c'est tout sauf des actes de la société civile. Ils sont en exil. Au PDCI, le jeune Chérif Ousmane, Akossi Bendio. Bon, donc finalement leur stratégie n'a pas prospéré, en tout cas pas pour l'heure. Voilà. Or, une stratégie se juge au résultat que tu atteins et que tu te fixes. Or, pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Voilà. Merci. Alors, il y en a qui posent des questions sur WhatsApp. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Il y a... Bonjour, Monsieur Jean Bonnet, je me nomme Monsieur Baya. Comment peut-on analyser la participation et l'engagement des jeunes dans la vie politique ivoirienne, en particulier lors des législatives, avant et après l'année 2011? J'ai pas vraiment étudié ce cas-là, mais je pense que ça dépend des partis politiques. Ça dépend des partis politiques. Il y a très peu de jeunes au niveau du PPACI-FPI qui sont engagés dans les législatives à cause des différents boycotts, etc., à cause des problèmes que ces partis-là ont eu. Mais au PDCI, par contre, on a eu de nouveaux leaders jeunes qui ont émergé. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, monsieur Jean Bonnet. Oui, bonsoir, monsieur. Je voulais savoir, Oui. par rapport aux événements qui viennent de se dérouler, est-ce que les dirigeants, par exemple, Tidjane Thiam, pourraient être poursuivis pour ces événements-là? Parce que par rapport aux appels, on a eu des morts, tout ça passé là, un jeune homme en plus. Est-ce que l'État peut les poursuivre, y compris Tidjane Thiam? L'État peut tout. L'État peut tout. Il y a deux choses qu'il faut voir. Le procureur de la République reçoit ses instructions du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice. Donc, le ministre de la Justice peut demander au procureur de poursuivre tel ou tel leader pour telle ou telle déclaration qu'il aurait faite. Après, c'est la justice. Les juges sont indépendants. Les juges ne reçoivent pas d'instructions du président de la République, du Premier ministre, du ministre de la Justice. Ils sont indépendants. En tout cas, ils sont censés être indépendants. Et c'est eux qui vont décider s'ils classent l'affaire sans suite ou s'ils les poursuivent pour des propos qu'ils auraient tenus parce qu'ils estiment que ces propos-là sont de nature insurrectionnelle ou à mettre le feu à la cohésion sociale. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. D'accord, merci monsieur. Merci bien. Bonne soirée. Voilà. Bon, alors, chers amis, merci d'être restés si longtemps pour ce direct. Je vais mieux apprendre à utiliser ma nouvelle tablette Galaxy 7 Fold et faire de meilleurs directs et faire interagir des gens en direct sur mon direct pour qu'on puisse échanger en toute intelligence. Mais retenez une seule chose en terminant ce direct. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Il y a suffisamment de place pour tout le monde. De la même manière que certains Ivoiriens sont prêts à aller mourir dans la Méditerranée pour venir se chercher en Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'il y a d'autres qui sont prêts à mourir pour venir se chercher, en France, en Italie, aux États-Unis. Il y en a qui sont prêts à mourir comme ça pour venir, parce que notre pays
notre pays est encore attrayant pour certains. S'il n'est pas attrayant pour d'autres qui veulent aller se sacrifier dans la Méditerranée ou aller se faire mettre en esclavage en Libye, mais il y en a qui, eux, leur paradis, c'est la Côte d'Ivoire. Ils viennent pas prendre la place de quelqu'un. Ils viennent parce qu'on a laissé des opportunités non exploitées. Et eux, ils les exploitent. Donc, être patriote, ce n'est pas de clamer la pureté de son sang national. Être patriote, c'est travailler pour faire avancer son pays. Être patriote, c'est contribuer au développement de son pays. Et donc, s'asseoir en France, aux États-Unis, et puis mener une bataille ethnique, communautaire, je trouve ça simplement petit. Voilà. Et aucun État n'évolue de cette façon-là. Aucun État n'évolue. Malgré notre ouverture, on parle de 26%, de 30% d'étrangers en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, nous sommes la première puissance économique de l'UEMOA devant les pays qui se vantent de la pureté nationale du sang chez eux. Nous sommes la deuxième économie de la CEDEAO et en termes de richesse par habitant, nous sommes la première économie de la CEDEAO devant même le Nigeria. Vous voyez? Donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est le travail de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Voilà. La seule chose qu'on demande aux étrangers qui ne sont pas ivoiriens, c'est de ne pas se mêler des affaires politiques. Mais ça, c'est pas de la xénophobie. De la même manière que moi, si je suis en France et que je suis pas français, je n'ai pas à me mêler de la politique française. Mais en tant que résident français, où je paye mes impôts en France, ben, je dois avoir les mêmes droits que le Français qui paye exactement la même chose que moi, les mêmes cotisations que moi. Voilà, donc ça c'est différent. Voilà. L'étranger n'a pas à se mêler des affaires qui sont propres aux Ivoiriens. Mais l'Ivoirien qui est de père ivoirien, de mère sénégalaise ou de mère tchadienne, de père ivoirien, etc., il est ivoirien. Il a juste eu la chance d'être né de deux parents dont l'un est étranger et l'un est ivoirien. C'est une chance, c'est une richesse. Voilà. Pour être riche, on n'a pas besoin d'avoir père et mère ivoiriens. Voilà. C'est une richesse.